Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On se plonge ce soir dans les liens entre frères et sœurs. Des liens fascinants qui sont souvent les plus longs de notre existence et pourtant on a tendance à les négliger et à ne pas les soigner. Or, pour notre invité, l'impact des liens fraternels sur nos vies est bien plus important que ce qu'on imagine. Si le lien est nourri et nourrissant, il sera une ressource précieuse. A contrario, lorsqu'il est un concentré d'injustice et de ressentiment, il peut constituer une souffrance et un poids pour la vie. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Cet invité, c'est Stéphanie Axe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en psychologie clinique et thérapeute de famille. Vous consultez notamment au service de santé mentale de Verviers où vous recevez des couples, des familles et des fratries. Et vous venez de publier Frères et sœurs, des liens à soigner, publié aux éditions RS. Je dirais que la force de votre ouvrage, c'est que vous mêlez vraiment la théorie et des exemples issus de votre pratique clinique. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est accessible à tous. Alors ma première question, elle fait vraiment directement référence au titre de votre ouvrage, Stéphanie Axe, Frères et sœurs, des liens à soigner. Pourquoi faut-il les soigner, ces liens ? Parce que, en fait, au fur et à mesure de ma carrière de thérapeute, de psychologue et de thérapeute familiale, je me suis aperçue que, au départ, je partais de l'idée que c'est une ressource qui est trop peu exploitée, que finalement, on s'appuie trop peu sur ce lien. Et puis, en fait, plus les années ont passé, plus je me suis rendu compte que c'est aussi, certes, c'est une ressource trop peu exploitée, mais c'est aussi quelquefois un lieu où on a souffert, c'est un lien où on a souffert et cette souffrance va rester en fait à travers le temps si on n'en prend pas soin, si on ne s'en occupe pas. Donc il s'agit de soigner les liens qui ont souffert parce que ça dure, ça a une durabilité importante et puis aussi quelquefois la souffrance ne reste pas confinée aux liens de fratrie mais va toucher d'autres relations et dès lors on pourrait aussi plutôt en prendre soin dans l'enfance pour éviter les problèmes à venir et donc donner plus d'importance à ce lien et en prendre soin dès le plus jeune âge. Oui, parce qu'effectivement, un frère, une sœur, on doit faire avec en quelque sorte. C'est pas un lien qu'on choisit, comme on choisit ses amis ou ses partenaires. Et pourtant, ce que vous nous dites, c'est que le lien qu'on entretient avec son frère, sa sœur ou ses frères et sœurs, ça a un impact sur les relations qu'on a avec les amis, avec les autres, avec le partenaire, avec ses propres enfants aussi. Et oui, absolument. En fait, c'est ça. Il y a deux choses. J'entends souvent effectivement que c'est un lien non choisi, ce qui est absolument le cas. Mais en fait, dans la famille est aussi un lieu où les liens ne sont pas vraiment choisis, parce qu'on ne choisit pas non plus le lien à ses parents. Et pourtant, personne ne remettrait en question le fait qu'il s'agit de penser, de réfléchir et de soigner le lien que nous avons à nos parents. Mais aux frères et sœurs, ce n'est pas dans l'idée commune que c'est un lien non seulement qui compte, et encore moins un lien dont on devrait et dont on pourrait prendre soin. Or, ce lien va déterminer toute une série d'expériences relationnelles qui, évidemment, forcément, vont faire partie de notre répertoire d'expériences, vont aussi nous faire grandir, nous structurer, nous construire comme sujet, et qui vont déterminer aussi nos relations plus tard. C'est-à-dire que ce qui est très spécifique au lien de fratrie, c'est que c'est le lieu de l'apprentissage d'une relation horizontale. Nous allons apprendre avec nos parents la verticalité, c'est-à-dire aussi le rapport de soins, de dépendance, d'autorité. C'est une asymétrie entre les parents et les enfants. Mais la fratrie, c'est le lieu d'apprentissage de toutes nos relations horizontales. Or, la relation horizontale est celle qu'on va le plus rencontrer dans notre vie, parce que certes, on aura des enfants, donc là, on va se retrouver une verticalité, mais la plupart de nos relations, à savoir le couple, à savoir l'amitié et les relations professionnelles, ce sont des relations horizontales. Et donc, tous les apprentissages qu'on fait dans ce qu'on appelle le laboratoire fratrie vont nous être hyper utiles à l'âge adulte. Oui, c'est vrai que vous parlez de laboratoire. C'est aussi là qu'on va pouvoir un peu tester des choses. On sait aussi que le lien fraternel, c'est un lien où souvent on dit voilà, c'est un peu peut-être indestructible, ou en tout cas on pourra tester des choses sans que ça ait un impact trop grand. Et donc ça permet effectivement de tester un peu des limites aussi parfois.
Oui, tout à fait. En fait, il y a aussi une différence entre la façon dont le lien fraternel peut se vivre dans l'enfance et à l'âge adulte, parce que dans l'enfance, c'est un lien que l'on peut malaxer, dans lequel on peut tester beaucoup de choses, parce que, contrairement aux parents avec lesquels tester le conflit, la gestion de conflit, l'agressivité sur des parents, c'est pas pareil quand on a un rapport de dépendance et d'autorité. Donc ça, c'est un apprentissage qu'on peut faire de façon tout à fait différente avec les frères et sœurs. Apprentissage différent aussi de ce qu'on peut faire dans l'amitié, puisque les amis, il y a toujours une menace de rupture éventuelle, alors que les frères et sœurs, si on se chamaille, si on se dispute, en principe, le soir, on les retrouve, le lendemain, on les retrouve. Et donc, finalement, cette obligation à vivre ensemble dans l'enfance fait qu'il y a toute une série d'apprentissages qui peuvent se faire sans trop de risques. Alors, les risques, évidemment, si les apprentissages ont été particulièrement difficiles dans l'enfance ou n'ont pas été aidés par les parents, le risque, c'est que ce choix de ne plus... cette menace de rupture intervienne, mais alors à l'âge adulte, une fois qu'on n'est plus obligé de vivre ensemble. Mais tant qu'on est obligé de vivre ensemble, ça permet toute une série d'apprentissages à l'intérieur de la famille. Oui, alors c'est vrai que vous parliez de conflits, de disputes. Il y a peut-être une précision à faire et qu'on apprend, je trouve, dans votre livre, c'est que vous dites, c'est important de soigner ce lien, d'avoir vraiment d'en prendre soin, dans l'idée d'en prendre soin. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir justement de conflits, de disputes, et que ces conflits, ces disputes puissent être utiles en fait pour nourrir le lien. Ah oui, absolument. D'ailleurs, on voit bien comment, enfin en tout cas, comme clinicien, comme thérapeute, on le voit, mais je pense dans la vie courante aussi, on voit comment dans les familles et dans les fratries où le conflit n'a pas été possible pour diverses raisons, parce que parfois le conflit fait très très peur aux parents. Il y a des parents qui ont eu... Et qui bloquent du coup directement. Absolument. Ils ont eu des expériences de rupture avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Dès qu'un conflit survient, les parents interviennent, bloquent et on ne peut pas se disputer. Eh bien... Parfois, l'absence de conflit fait qu'à l'âge adulte, les frères et sœurs vont s'éloigner parce qu'en fait, ils n'ont pas pu se dire des choses, expérimenter des choses. Le conflit fait partie intégrante des expériences relationnelles à vivre dans une relation. C'est tout aussi vrai pour le couple, à l'âge adulte. Un couple qui est dans l'incapacité d'entrer dans le conflit, c'est aussi un couple où certaines choses vont s'enquister. Donc, c'est vrai aussi pour la fratrie. L'apprentissage du conflit, il est nécessaire non seulement parce que ça nous permet d'acquérir des compétences très 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 utiles pour l'âge adulte, parce que apprendre la façon d'entrer en conflit, la façon de le résoudre, la négociation, des stratégies autour de conflits, on voit bien comment tout ça va nous aider dans nos relations futures. Et puis aussi, ça fait vivre une relation où jamais on ne peut parler, se confronter, discuter, se disputer. C'est une relation qui est un peu virtuelle. La relation, pour être vivante, elle a besoin aussi de se confronter à ces expériences-là. Alors Stéphanie Ax, j'ai envie de revenir sur une question de vocabulaire, parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, je parle de frères, de sœurs, on parle de fratrie. Dans le livre, vous utilisez aussi beaucoup le terme de sororie, quand ce sont juste des sœurs. Mais vous le dites dans l'introduction, le terme que vous auriez aimé utiliser, c'est celui d'adelphie ou d'adelphité. Alors ça veut dire quoi l'adelphie, l'adelphité? Et finalement, pourquoi vous ne l'avez pas utilisé? Oui. C'est vrai que j'aimerais que le mot adelphie soit de plus en plus connu, donc je l'utilise par touche. L'adelphie, c'est simplement donc c'est un mot de la langue française qui n'est pratiquement jamais utilisé, mais qui désigne l'ensemble des frères et sœurs. Et je le préfère au mot fratrie, parce qu'on utilise le mot fratrie comme le masculin générique, pour désigner l'ensemble des frères et sœurs, mais évidemment, il est tout de même plus connoté, même si c'est un masculin générique, un neutre, mais il est quand même moins neutre en genre que le mot adelphie. La sororie,
oui, la fratrie, on pourrait le garder pour les, les ensembles de frères, et la sororie lorsqu'il n'y a que des sœurs. Il n'y a pas lieu d'appeler une sororie, or on le fait tout le temps. 3 filles, par exemple, on va désigner une fratrie. C'est une sororie, il n'y a pas de fratrie. Donc il y a des mots qui désignent bien les choses, et pourtant on ne les emploie pas suffisamment. Donc l'adelphie, je trouve que j'avais envie de commencer à l'employer dans le livre, mais comme c'est un mot peu connu, j'avais peur de perdre un peu le lecteur en l'utilisant un peu trop. Donc je me balade entre adelphie, fratrie, sororie, selon les exemples. Oui, c'est vrai que c'est un terme, adelphie, aussi qu'on voit dans les mouvements féministes aujourd'hui, féministes intersectionnels aussi, où ce terme en fait apparaît quand même de plus en plus, oui. Et donc finit peut-être par rentrer dans les nouvelles générations. Voilà, progressif, tout comme la sororité. Hein. Oui. On parle beaucoup plus de sororité aujourd'hui, alors qu'on emploie moins le mot sororie pour désigner un groupe de sœurs. Mmh. Alors, on a parlé des relations donc entre frères-sœurs, sœurs-sœurs, frères-frères, déjà en début d'émission. Je voudrais ici peut-être parler des cas où les parents sont fragiles, les parents sont maltraitants. Ce que vous nous dites dans le livre, c'est que le lien fraternel, c'est souvent l'unique source de sécurité affective quand même dans beaucoup de cas, justement quand il y a une défaillance au niveau des parents. Oui. Oui, c'est un lieu, ce sont les enfants eux-mêmes qui en parlent, hein, parce que, on donne encore trop peu, à mon goût, la parole aux enfants. Mais les enfants peuvent dire à quel point leurs frères, leurs sœurs ont été d'une importance capitale dans des moments de grande fragilité des parents, d'insécurité, voire de maltraitance. Donc ça, c'est un fait, c'est ce qui m'avait poussé à proposer il y a quelques années, hein, de mettre en place un groupe de travail avec des experts juristes, sociologues, psychologues, directeurs d'institutions pour proposer une loi au Code civil. Loi d'ailleurs qui a été approuvée le 20 mai 2021. Cette loi donne un cadre légal vraiment solide au lien familial entre frères et sœurs. Et donc il y a vraiment un principe de non-séparation de la fratrie. C'est vraiment devenu un droit de l'enfant en Belgique. Oui, qui n'existait pas, hein. C'est assez étonnant parce que la Belgique est quand même au niveau légal quand même assez précurseur, enfin c'est assez moderne, hein, mais là il y avait vraiment un article de loi qui manquait pour protéger et pour permettre aux frères et sœurs de rester ensemble lors d'une séparation, lorsqu'ils sont séparés de leurs parents. Et c'est vrai que les témoignages d'enfants, c'est de pouvoir dire, les plus jeunes disent j'ai été rassurée par la présence de mon aîné lorsque je sentais que nous n'étions plus en sécurité avec nos parents, mais c'est tout aussi vrai des aînés qui confient, parce que souvent on projette, hein, les adultes parlent à la place des enfants. Et beaucoup d'adultes, intervenants sociaux, psychologues, vont dire mais il ne faut pas charger l'aîné de responsabilité, hein, donc il a déjà assez donné, hein, protéger les plus jeunes, donc on va quand même lui permettre de vivre sa vie maintenant, hein, on ne va pas quand même les laisser encore ensemble, alors que les aînés qui sont passés par là disent l'inverse, à savoir moi justement, non seulement dans les moments de crise familiale, dans les moments de détresse, non seulement je savais que je pouvais aider et protéger un plus jeune, mais ça m'aidait moi aussi parce que ça me détournait de l'anxiété que je vivais avec mes parents. J'avais quelque chose à faire et je savais que j'étais utile pour quelqu'un. Et une fois qu'on a été séparés, pour ceux qui ont eu la malchance d'être séparés, une fois qu'on était séparés, je gardais des préoccupations pour mes plus jeunes frères et sœurs, mais je ne savais plus quoi en faire. Mais alors, ce qui est peut-être important aussi, c'est de préciser que quelquefois, quand il y a eu de la violence dans la famille, des traumas, des choses très difficiles, la fratrie en paye aussi le prix. Alors, bien sûr, dans beaucoup de situations, la fratrie est une ressource importante, mais aussi dans d'autres situations, malheureusement, la violence des adultes envers les enfants s'est importée en quelque sorte dans la fratrie, et les enfants, parfois, peuvent se faire payer des injustices qu'ils ont vécues avec les adultes. Et de cela aussi, il faut s'occuper, parce que souvent on me dit oui, mais il y a eu des violences entre les frères et sœurs, oui, mais
il y a eu des abus entre les frères et sœurs. Alors certes, et donc ça mérite toute notre attention et tout un travail, parfois même avant, bien sûr, de les remettre en présence, mais il faut s'en occuper parce que ça veut dire que la fratrie a payé le prix fort, leur lien entre eux a payé le prix fort de ce qu'ils ont vécu avec les adultes. Donc ça veut dire que quand il y a des violences intrafamiliales, des violences entre frères et sœurs, des cas d'inceste aussi parfois, c'est important pour vous de ne pas rompre le lien, mais de travailler, de continuer à discuter, travailler ce lien. Absolument. C'est vraiment parce que quand il y a eu un aîné qui est par exemple a agressé des plus jeunes, que ce soit physiquement ou sexuellement, ils sont tous marqués de cela. Et en fait, et l'aîné et les plus jeunes ont le droit que l'on s'occupe de cela, c'est-à-dire de ne pas rester toute leur vie avec cela. Ils ont déjà vécu des injustices en famille, ils les ont quelquefois répétées entre eux, parce qu'il n'est pas rare qu'un aîné répète des violences à l'intérieur de la fratrie qu'il a lui-même subi avec des adultes. Donc c'est une espèce de boule d'injustice qui se répercute et qui une boule de neige qui grandit, qui se répercute sur les relations fraternelles. Et donc il y a lieu de s'en occuper. On ne peut pas juste simplement se dire on les sépare, comme ça n'arrivera plus. Certes, on les sépare, certes, il faut protéger les victimes, mais il y a lieu aussi de ne pas les laisser toute leur vie avec simplement l'étiquette de celui qui a fait du mal à ses frères et sœurs et ceux qui sont victimes. Chacun mérite qu'on s'intéresse sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, dans quel contexte ça s'est passé, et éventuellement, qu'est-ce que chaque enfant attend pour que quelque chose se répare. Oui, alors vous le dites, qu'est-ce que chaque enfant attend? Et effectivement, c'est une des choses qui revient beaucoup dans votre livre, c'est de donner beaucoup plus la parole aux enfants, d'écouter en tout cas ce qu'ils ont à dire, parce que, par exemple, que ce soit en termes de violence intrafamiliale, autre cas où vous dites, voilà, il faudrait vraiment plus écouter les enfants, c'est dans les cadres de ce que vous appelez la parentification. Alors peut-être juste un mot, justement, la parentification, c'est quoi? Comment est-ce que vous la définissez? Et oui, donc ça c'était l'objet de ma thèse de doctorat et puis de mon premier ouvrage. Donc la parentification, c'est la situation dans laquelle un enfant se retrouve à prendre soin d'un parent, un peu comme s'il était son parent. Donc c'est comme s'il était le parent de son parent. Donc un parent qui a toutes sortes de vulnérabilités, des fragilités, voire vécu lui-même des maltraitances. Sa vulnérabilité, l'enfant la capte très tôt. Et comme l'enfant est un être qui n'a un sujet, qui n'a pas uniquement besoin de recevoir de ses parents, mais qui a aussi envie de donner et d'apporter des choses et d'apporter de l'aide à son parent, eh bien, sentant la vulnérabilité de son parent, il a envie de l'aider et d'en prendre soin. Donc il va se retrouver dans une position parentale vis-à-vis de son parent, mais ce qui est important, c'est que cette position, ce soin de l'enfant vers son parent n'est pas forcément très visible, c'est-à-dire on va plus facilement identifier un enfant parentifié. D'ailleurs, on me dit souvent « Ah, donc c'est une inversion des rôles ». Non, en fait, ce n'est pas une inversion des rôles dans le sens où on n'a pas l'impression que l'enfant joue aux parents et il ne va pas pour autant, il peut le faire en plus, mais il ne va pas pour autant commencer à faire le ménage, faire à manger, etc. Ce ne sont pas dans des tâches que ça se voit, c'est plutôt dans un soin, une préoccupation. L'enfant qui voit par exemple un parent fragilisé ou toxicodépendant ou dépressif va tout mettre en œuvre pour apporter de façon très variée sa considération, son amour, ses soins. Et ce qui fait parentification, c'est que l'enfant la priorité de l'enfant va être orienté vers le parent plutôt que vers ses propres besoins. Donc il peut être amené à mettre un peu entre parenthèses ses demandes à lui et ses besoins parce que la priorité est à donner aux parents. Oui, par exemple, je me souviens d'un exemple dans le livre où il y a une jeune fille qui ne va pas à l'école, et donc sa maman s'inquiète parce que effectivement elle rate beaucoup l'école, et en fait on se rend compte que si elle ne va pas à l'école, c'est parce que elle sent que sa maman est fragilisée, qu'elle est
qu'elle n'est pas bien et elle a peur que, en gros, elle passe peut-être à l'acte, qu'il se passe quelque chose pendant qu'elle est à l'école, donc elle préfère rester avec elle. Et donc, c'est pas tellement qu'elle veut fuir l'école, c'est plutôt qu'elle veut rester avec sa... Au contraire, cette petite fille, effectivement, comme bien d'autres enfants, n'a qu'une envie, comme tous les autres enfants, c'est d'avoir des copines, d'apprendre à l'école, d'avoir des jeux. Mais évidemment, pour ce genre d'enfant, s'il y a un choix à faire entre aller à l'école voir les copines et s'occuper de maman, parce que cette petite fille-là, en l'occurrence, sa crainte, c'était que sa maman ne fasse le choix de mourir, parce qu'elle sentait qu'il y avait un risque suicidaire, qui était réel d'ailleurs, pour cette maman. Donc là, le choix est vite fait pour l'enfant, hein. Ça ne se pose même pas plus de quelques minutes. L'enfant va... Alors, ce qui est important, c'est qu'on dit, mais comment est-ce que le parent ne l'amène, comment est-ce que cette mère ne lui disait pas, allez, tu vas à l'école, mais l'enfant va déguiser ses soins. Donc cette petite fille-là, elle pouvait dire qu'elle avait mal au ventre, par exemple, pour ne pas aller à l'école. Et puis, en fait, dans la matinée, elle disait à sa maman, et si je me sens mieux, et si on allait faire un tour au parc? Et alors, ça lui permettait d'avoir un œil sur sa maman et aussi de lui sortir prendre l'air. Donc, l'enfant va apporter toutes ses contributions, mais c'est pas toujours très visible. Et par exemple, une contribution très importante de l'enfant qu'on ne voit pas dans les familles, c'est le fait de ne rien demander, de ne pas peser, d'être un enfant soit le plus parfait, soit le plus neutre possible, c'est-à-dire qu'un enfant qui vit, il y a des enfants qui vivent des journées très difficiles à l'école, soit parce qu'ils sont très anxieux, ils n'ont pas bien étudié, soit parce qu'ils vivent du harcèlement, soit parce que, enfin pour toutes sortes de raisons, ils rentrent à la maison, s'ils ont un parent hyper fragilisé, ils ne vont rien raconter de cela, parce qu'ils n'ont aucune envie d'ajouter une préoccupation supplémentaire à leurs parents. Donc tout va être orienté autour de comment se sent maman, comment se sent papa, et ils vont garder tout ça, toutes les angoisses, ils vont les gérer tout seuls. Et comment on réagit alors en tant que thérapeute? Est-ce qu'on dit, mais non, ça suffit maintenant, toi tu es l'enfant, tu restes à ton rôle d'enfant, et toi tu es le parent, tu restes à ton rôle de parent? Ou est-ce qu'on doit trouver, j'imagine, un juste milieu, justement pour écouter la crainte de l'enfant, l'inquiétude, l'angoisse? Oui, c'est ça. C'est un peu ma bataille, si j'ose dire, depuis 25 ans. À côté de la prise en compte des liens de fratrie, c'est aussi de remettre, comme vous disiez tout à l'heure, l'enfant dans une place de sujet et d'expert. C'est-à-dire qu'on a un peu trop tendance avec ces enfants, par mesure de protection, hein, il y a une bonne intention derrière, hein, mais à leur dire, bon, on va faire intervenir un service, on va faire intervenir des personnes autour de ta maman, de tes parents. Et maintenant, toi, tu retournes à ta place d'enfant. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait de faire intervenir d'autres personnes pour que l'enfant ne se sente plus seul face à la détresse de son parent. Mais de là à lui dire de retourner à une place d'enfant, je trouve que le risque est vraiment de mépriser l'expertise de l'enfant qui devient un objet de protection et non pas un sujet de plein droit qui connaît ses parents depuis qu'il est né, qui connaît tout. Vous savez, les enfants de parents qui ont un problème de santé mentale, ils connaissent leurs parents sur le bout des doigts. Hein, ils ne mettent pas forcément des mots et un diagnostic, comme nous pouvons le faire quand nous sommes experts psy, mais ils connaissent les changements d'humeur, un changement de regard, un parent qui se déconnecte. Ils les connaissent sur le bout des doigts. Et donc, remettre l'enfant comme expert de ses parents et l'associer, en fait, c'est-à-dire, au lieu de dire « allez, maintenant, va jouer, on est là », c'est l'associer, non pas, ça ne le charge pas, ça ne le responsabilise pas, au contraire, c'est « dis-nous ce que tu sais ». Dis-nous comment toi tu essayes de les aider, ce qui permet aux parents de voir à quel point l'enfant a des préoccupations pour eux. Donc dis-nous un peu comment toi tu fais, comment tu essayes, et puis nous on va essayer de t'aider nous et de t'aider à aider tes parents et d'aider tes parents pour que toi tu sois aussi en possibilité de penser un peu plus à autre chose. Alors Stéphanie Aix, là on a parlé beaucoup d'enfants jeunes, hein, plutôt des fratries plutôt jeunes et avec des parents en difficulté ou non d'ailleurs. Mais un des apports aussi de votre livre, donc Frères et sœurs, des liens à soigner, c'est que
vous nous dites, ces liens, ils sont toujours à soigner aussi à l'âge adulte. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas croire que quand l'enfance est finie, il n'y a plus de questions à se poser par rapport à ça. Et au contraire, vous encouragez en fait les gens à, alors peut-être pas se lancer dans des thérapies familiales très longues et que tout le monde le fasse, mais en tout cas à avoir plus, réfléchir plus à une thérapie éventuellement avec les frères et sœurs, parce que ça peut résoudre pas mal de choses à l'âge adulte aussi. Oui, absolument. De nouveau, comme c'est un lien qui est quand même très peu considéré, on sait qu'on peut consulter avec un conjoint, on sait qu'on peut consulter avec des parents, avec des enfants, mais on sait beaucoup moins qu'on peut aller rencontrer un thérapeute avec ses frères et sœurs à l'âge adulte. Et bon, moi je suis ravie de constater que comme j'en parle depuis quelques années, j'ai de plus en plus, ça devient une partie assez importante de mes demandes de consultation. C'est des frères et sœurs à l'âge adulte qui demandent, pour des raisons assez variées, hein. Ça peut être, par exemple, j'ai eu un frère et une sœur qui disaient le hasard veut que nous allons être amenés à travailler ensemble, au sein d'une même boîte, et en fait nous nous disputons tout le temps. Donc, il va falloir qu'on règle certaines choses avant de pouvoir... sinon, on va confronter les collègues tout le temps à des problèmes. Ou bien des frères qui étaient venus me trouver en me disant « Notre mère ne supporte plus nos conflits, les réunions de famille sont insupportables, donc ça atteint d'autres personnes. » Ou bien des frères et sœurs qui disent quand on est en famille, nos enfants sentent nos tensions et ça nous est insupportable. On voudrait offrir un autre modèle à nos enfants. On aimerait que nos enfants aient une bonne relation de fratrie entre eux. Donc, parfois, ils font la démarche pour des proches. Parfois, ils le font pour eux-mêmes en se disant on a des choses à soigner, nos parents sont décédés. Maintenant, quand on se voit, c'est pour nous. Donc, est-ce qu'on va choisir de continuer à se voir ou non ? Et puis, dans d'autres situations, chaque demande est assez passionnante. Je dois dire, c'est vraiment c'est une aventure. Hein. Et puis, dans d'autres situations, il y a des fratries, des sorories qui viennent parce que elles sont à une étape de leur vie. Les individus, les sujets de la fratrie sont à une étape de leur vie où il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui leur reviennent de l'enfance. Par exemple, l'un d'eux est devenu parent. Ou bien les parents sont à un âge avancé, vieillissant, et donc il va falloir s'occuper d'eux. Or, ils n'ont pas été très bien traitants, alors est-ce qu'on va s'occuper d'eux ? Est-ce qu'ils méritent notre soin ? Est-ce qu'on va reprendre contact ? Ou bien, j'ai eu quelques sorories où un membre de la sororie, l'une d'elles avait connu un abus de la part d'un parent ou d'un autre membre d'un beau-parent. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Est-ce qu'on va transmettre du silence, des non-dits, du trauma? On ne veut pas de ça. Et donc, on voudrait en parler entre nous. Et là, certaines fratries, sorories, ont la volonté, le désir de s'appuyer sur leurs liens pour réouvrir quelques pages de leur histoire pour comprendre ce qui leur est arrivé. Comment comprendre ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures? Et ce qui est vraiment toujours important pour moi, c'est d'évaluer dans les 2 premiers entretiens la question du coût-bénéfice. C'est, vous venez avec cette demande, mais néanmoins, vous avez votre vie adulte, vous avez un couple, vous avez peut-être des enfants, vous avez une vie professionnelle à construire ou en pleine construction. Quelle énergie êtes-vous prêt à mettre? Parce qu'il faut tenir compte de ça aussi. Oui, parce que ça peut rouvrir des plaies aussi, oui. J'imagine. Et donc, quand certains dans la fratrie disent « moi, je suis à une étape de vie je pense par exemple à une sororie où l'une d'elles dit moi j'essaye d'avoir un enfant pour le moment, je ne sais pas jusqu'où je pourrais mettre de l'énergie. Et ça, il faut absolument partir de là, c'est-à-dire que si les entretiens doivent aider dans l'ici et maintenant aussi. Et bien sûr, parfois, on doit réouvrir certains dossiers. Il y a des séances plus difficiles émotionnellement. Mais si, dans la durée, elles disent « Bon, moi, je suis trop chahutée alors que j'ai de l'énergie à mettre ailleurs », alors OK, on fait une pause. On va se donner encore peut-être un dernier objectif pour parler de l'ici et maintenant, de ce qui vous aide dans l'ici et maintenant. Et puis alors, on va voir si plus tard, on peut reprendre. C'est-à-dire que toujours, on doit viser quelque chose qui doit aller
vers l'allègement des personnes et pas les alourdir en réouvrant des dossiers à l'infini. On ne va pas aller refouiller tout le passé. On ne va aller éventuellement regarder d'hier ce qui est utile aujourd'hui et pour la génération future. Oui, et on voit que dans certains cas, dans les exemples que vous donnez dans le livre, ça permet quand même d'aller au-delà d'une certaine rivalité, des injustices, où finalement, il y a eu beaucoup de non-dits, et quand les choses sont dites, parfois très rapidement, en fait, on voit que les choses peuvent se débloquer oui, parce que la plupart n'avaient aucune idée de ce que les autres avaient vécu. C'est ça qui est extrêmement intéressant, en fait, dans les thérapies de fratrie, c'est qu'on a fait beaucoup de projections sur ce que nos frères et sœurs ont vécu, la position qu'ils ont eue, ce qu'ils en ont retiré. En fait, on n'en sait rien du tout. Et quand les frères et sœurs peuvent se dire « Ah bon, c'est comme ça? Ah bon, tu te souviens de ça? Ah bon ?» Et alors, non seulement il y a une compréhension de ce qu'ils vivent les uns les autres, une possibilité de reconnaissance aussi de ce qu'ils ont vécu, et puis alors il y a des pièces du puzzle qui s'assemblent. Il y a des choses qui leur semblaient complètement floues, qui du coup s'éclairent en fait grâce aux autres. En tout cas, Stéphanie Ax, je conseille vivement la lecture de votre livre, donc Frères et sœurs, des liens soignés, publié aux éditions Erez. Je pense que ça s'adresse vraiment à tout qui, à un frère, une sœur, ou même à des enfants, et s'intéresse à ce type de relation. Il y a plein de thèmes qu'on n'a pas abordés ici dans l'émission, mais ça aborde aussi la question des divorces, la question des familles recomposées. Il y a évidemment toute une série de thèmes un peu nouveaux, peut-être des questions qui ne se posaient pas avant, qui sont aussi abordées. Mais merci beaucoup Stéphanie Ax. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.